Cette semaine, dans Afrique, nous partons au Libéria, premier pays africain à élire une femme à sa tête il y a 11 ans. Mais le prochain dirigeant a de fortes chances d'être un homme, car le paysage politique reste très majoritairement masculin. Nous verrons ensuite qu'en Algérie, le don d'organes est encore très limité, notamment à cause d'une loi freinant les prélèvements sur les défunts sans l'accord de la famille. Enfin, nous irons à Tel Aviv à la rencontre de réfugiés érythréens qui subissent l'hostilité de certains Israéliens. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. D'un côté, les partisans de l'opposition togolaise demandant le départ du président Faure Gnassingbé. Plus de 15 000 personnes manifestantes à travers le pays. De l'autre, les militants du parti au pouvoir exprimant leur soutien au chef de l'État. Les deux camps s'opposent sur la révision de la Constitution, visant notamment à limiter le nombre de mandats présidentiels. L'opposition dénonce la non-rétroactivité de cette mesure qui permettrait à Faure Gnassingbé de se représenter en 2020 et en 2025. La réforme sera donc soumise à un référendum auquel l'opposition refuse de participer. Là où nous sommes, pas de référendum, nous sommes en train de faire notre référendum dans la rue déjà. Le Kenya votera de nouveau le 26 octobre prochain. La nouvelle élection présidentielle était prévue plus tôt, mais la commission électorale l'a repoussée pour se donner davantage de temps et être pleinement préparée. Minée par des dissensions internes, la commission est sous le feu des critiques pour sa gestion du scrutin invalidé du 8 août. La Cour suprême kenyane lui reproche notamment d'avoir proclamé les résultats sur la base de documents parfois douteux et de ne pas avoir permis l'accès à ses serveurs informatiques. Au moins 15 personnes ont été tuées dans un triple attentat suicide au nord-est du Nigeria. L'attaque a eu lieu lors d'une distribution de nourriture dans ce camp de déplacés. Les flammes ont quasiment tout détruit. Marchandises, bâtiments, le grand marché d'Abobo à Abidjan est parti en fumée en une nuit. Le feu n'a pas fait de victimes, mais les commerçants et les habitants du quartier sont exaspérés, d'autant que c'est la 3e fois que le marché est touché par un incendie. Nous ne comprenons pas ce qui se passe dans ce marché au juste. Parce qu'à chaque fois, c'est les mêmes choses qui se répètent. À chaque fois, c'est les mêmes choses qui se répètent. Et quand l'État vient sur le terrain, il nous promet de nous aider. Mais à chaque fois, quand les choses brûlent, on ne voit pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent là, ils ne mettent pas ça, on ne voit pas ça se concrétiser en réalité. Mithia et Fitia peuvent désormais jouer chacune de leur côté du lit, mais il y a encore quelques jours, elles étaient siamoises. Elles ont été séparées par une équipe de chirurgiens, parmi lesquels le ministre de la Santé lui-même. C'est la première opération de ce type, officiellement couronnée de succès à Madagascar. C'est le rendez-vous des amateurs de science-fiction, de bande dessinée, de jeux vidéo et de pop culture en général. Le Comic-Con de Lagos s'est tenu ce week-end et près de 6000 personnes ont participé à cette édition 2017. Elle a marqué l'histoire en devenant la première femme élue à la tête d'un pays africain. Le 10 octobre, le Libéria devra choisir un successeur à Ellen Johnson Sirleaf. Et avec seulement une femme parmi les 20 candidats à la présidentielle, il y a de fortes chances qu'un homme prenne la tête du pays. Même constat du côté des députés, à peine 16% des candidats aux législatives sont des candidates. Quel que soit le résultat, les femmes doivent rester dans la course et donc dans le paysage politique du pays. J'encourage le plus possible les femmes à poursuivre leurs efforts et ne pas se détourner de cette élection. Nous ne pouvons prédire qui va gagner. Au Libéria, le stéréotype de la femme au foyer est toujours solidement ancré dans les esprits. Un sérieux frein à l'engagement des femmes dans la vie publique. L'une des idées reçues qui circulent est de dire « mais qu'est-ce que les femmes veulent de plus ?» Comme si tout était réglé aujourd'hui parce que nous avons une femme présidente. Sirleaf a répété à plusieurs reprises qu'elle devait ses victoires de 2005 et 2011 à la mobilisation massive des femmes de son pays. Des succès qui paraissent bien loin aujourd'hui. Nous sommes à la croisée des chemins et il y a un vrai risque de retour de bâton en ce qui concerne l'engagement des femmes dans la politique du pays et l'élection de femmes. C'est assez préoccupant. La présidente sortante a beau officiellement soutenir son vice-président Joseph Boakai, elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle fera activement campagne
pour les femmes candidates lors des prochaines élections. En lui offrant un rein, le fils de Aïcha lui a permis d'en finir avec des années de dialyse. En Algérie, plus de 22 000 personnes souffrent d'insuffisance rénale. Un tiers d'entre eux espèrent une transplantation. Ça a changé beaucoup de choses. Avant, c'était très difficile avec la machine de dialyse. Comme j'ai des enfants, j'ai beaucoup à faire à la maison. Et quand je rentrais, j'étais tout le temps fatiguée, malade. J'étais un jour sur deux à l'hôpital, c'était trop. Mais maintenant, grâce à Dieu, je peux m'occuper de ma maison et de mes enfants. Mais ici, comme au Maroc et en Tunisie, de nombreux autres patients souffrent ou meurent faute de donneurs. En cause, des lois freinant les prélèvements sur les défunts sans l'accord de la famille. En Algérie, jusqu'à maintenant, on n'a pas une loi qui est claire par rapport au consentement des donneurs décédés. Donc là, on est toujours avec les parents des décédés. On attend la nouvelle loi qui va sortir. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de facettes d'explication. Certaines greffes sont aussi possibles du vivant du donneur. Mais la loi algérienne prévoit qu'une personne ne peut donner qu'à ses parents, ses enfants, son frère, sa sœur ou son conjoint. À ces lois restrictives s'ajoutent des réticences culturelles ou religieuses et la crainte d'enfreindre un éventuel interdit lié à l'islam. Des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être, selon ce théologien musulman. Nous partons du principe que Dieu, en tant qu'intelligence suprême et détenteur du pouvoir suprême, va pouvoir reconstituer ses corps, remettre tout à sa place, et puis tout simplement, autant le prélèvement sur cadavre que le don d'organes qui se fait actuellement sont licites. Pour encourager les dons d'organes, l'Algérie étudie à présent une modification de la loi, avec pour objectif donner l'occasion à chacun d'indiquer par écrit s'il refuse ou autorise que ses organes soient prélevés en cas de décès, permettant ainsi de passer outre un refus de la famille. Dans ce quartier du sud de Tel Aviv, pullulent salons de coiffure et restaurants africains. Selon les chiffres officiels, plus de 38 000 immigrants africains vivent en Israël, pour la plupart érythréens et soudanais. Et beaucoup d'entre eux ont élu résidence ici. Mais ils font face à des menaces d'expulsion et à l'hostilité des habitants israéliens. Tous les migrants qui sont ici, qu'ils soient érythréens ou soudanais, vous savez quel est leur rêve? C'est tout simple. Leur rêve et le mien, c'est de rentrer dans nos pays. Mais pour l'instant, c'est complètement impossible. Et si je suis déporté vers le Rwanda ou l'Ouganda, je sais parfaitement ce qui risque de m'arriver. Je suis venu en Israël pour être en sécurité. En août, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu sur place, affirmant vouloir rendre le quartier aux citoyens d'Israël, répondant ainsi aux plaintes de certains habitants qui voient la présence des migrants d'un mauvais œil. C'est le cas de Shefi Paz, qui dirige le Front de libération du sud de Tel Aviv. Les migrants ont amené ici une culture du tiers-monde, beaucoup de misogynie, de machisme, d'homophobie et beaucoup de manque de respect. Un manque de respect envers les autorités, envers la loi et envers les habitants israéliens. Pour les organisations d'aide aux réfugiés et demandeurs d'asile, ces migrants ne sont pas en situation illégale. Elles estiment que leur sort est gouverné par des règles parfois contradictoires. Leur visa ne leur permet pas de travailler, mais pour le renouveler, ils doivent présenter des bulletins de paye. Et Israël n'accorde le statut de réfugié qu'au compte-gouttes. Les migrants interceptés à la frontière avec l'Égypte sont détenus ici, dans le désert du Negev. Les autorités ont choisi cet endroit pour nous rendre la vie plus dure en Israël. Ils veulent qu'on souffre ici pour éventuellement quitter le pays. C'est le but de cet endroit. Fin août, la Cour suprême israélienne a statué que l'État ne pouvait incarcérer plus de 60 jours des migrants refusant d'être expulsés. Un jugement qui a provoqué la colère et des manifestations dans le sud de Tel Aviv, ainsi que les récriminations de la droite au pouvoir. Netanyahou a déjà promis de légiférer pour contourner la décision. Pour la 3e année, Casablanca a accueilli le gratin du surf mondial. 52 surfeurs et 29 surfeuses ont participé à cette compétition qui compte pour les championnats du monde. Comme l'année dernière, c'est le Brésilien David Silva qui l'a emporté. Dans notre prochaine édition, nous vous présenterons le nouveau président angolais, João Lourenço, et les défis qui l'attendent.
Le dauphin de José Eduardo dos Santos, à la tête du pays pendant 38 ans, sera investi mardi. À la semaine prochaine.